infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. La MONUSCO, qui est en place depuis maintenant 17 ans. La MONUSCO, c'est plus de 200 000 hommes déployés, 1,5 milliard de dollars de budget par an. Une mission dont le mandat est de stabiliser le pays et d'asseoir la démocratie, mais qui, dans les faits, n'arrive pas à faire cesser les tueries dans l'Est, par exemple, dans le territoire de Béni, et qui peine également à peser sur le jeu politique congolais. L'invité d'Afrique Matin est aujourd'hui Marc-André Lagrange. Il est chercheur sur les conflits des Grands Lacs, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et il répond ce matin aux questions de Florence Maurice. Bonjour Marc-André Lagrange. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mission des Nations Unies, la plus importante et la plus chère de l'histoire des UN, est encore justifiée ? La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, au bout de 17 ans, affiche un résultat très peu positif. Et effectivement, on peut vraiment se poser la question, à quoi sert la MONUSCO, d'autant qu'elle a failli à son mandat le plus simple, la protection des populations civiles. Les dernières tueries qui ont eu lieu du côté de Béni, là où la MONUSCO est militairement déployée, sont vraiment le symbole de l'impuissance de la MONUSCO. Quelles sont les raisons de cette impuissance ? La MONUSCO souffre de deux maux principaux qui sont d'abord une perte de crédibilité populaire, largement alimentée par sa faiblesse sur le plan militaire. Ça a commencé dès 2006 avec l'incapacité de la MONUSCO à réagir aux troubles qu'il y avait à l'époque autour de Goma, et ça s'est cristallisé depuis 2012 avec la chute de Goma, où maintenant les populations n'ont plus du tout confiance dans la capacité de la MONUSCO à les protéger. La chute de Goma en 2012 aux mains du M23, alors que les Nations Unies gardaient la ville et la présentaient comme sécure. Oui, tout à fait. Dans un sursaut d'orgueil, la MONUSCO a essayé de redorer son image et a mené des opérations militaires robustes qui ont permis de neutraliser le M23. Mais depuis, on voit bien que la MONUSCO n'a pas réussi à enchaîner et à neutraliser les autres groupes armés qui sont actuellement dans le Nord Kivu. Et les dernières tueries à quelques centaines de mètres des bases de la MONUSCO réimposent de se poser cette question: pourquoi cette léthargie militaire ? C'est un problème de mandat, c'est un problème de formation, de volonté ? Il y a deux conditions nécessaires pour que une mission de maintien de la paix puisse être efficace. D'abord, une convergence d'intérêts de la part de l'ensemble des acteurs pour obtenir un résultat. Et ensuite, il faut qu'il y ait une vraie volonté de la part de l'ensemble des acteurs et des pays contributeurs de troupes de mettre en application le chapitre 7 des Nations Unies. Donc le chapitre 7 qui autorise les Nations Unies à recourir à la force. Oui, et donc de neutraliser réellement les menaces. Pour le M23, tout le monde était d'accord que cette menace-là, il y avait une nécessité de la neutraliser à cet instant T. Et donc là, on a un résultat. Mais actuellement, il y a des divergences sur les menaces à neutraliser en priorité. Et on a une léthargie militaire et des casques bleus qui sont très en retrait du fait d'obstacles majeurs que sont la volonté de ne pas exposer leurs soldats des pays contributeurs de troupes et une interprétation à minima du chapitre 7. Cela paralyse la machine MONUSCO. Alors, suite à la chute de Goma, des réformes avaient été engagées et le centre de commandement de la mission a été déplacé de Kinshasa à Goma. Pour quelles conséquences ? Alors, le passage de Kinshasa à Goma pouvait paraître judicieux au moment où il a été fait, d'un point de vue purement militaire, puisque effectivement on était dans une dynamique positive et engagée de la part de la MONUSCO, et donc il semblait relativement logique que l'état-major de la MONUSCO soit déployé au plus près du terrain d'activité. Par contre, ce mouvement a aussi entraîné un écart entre la MONUSCO et ses interlocuteurs politiques qui sont à Kinshasa. Tous les groupes armés ont des représentants à Kinshasa et Kinshasa reste le
centre de la vie politique congolaise. Et ce qui a tari complètement en fait le dialogue politique entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, un dialogue politique qui lui-même est fortement affecté par l'inefficacité militaire de la MONUSCO. Dans ce contexte, et alors que des incertitudes pèsent sur l'organisation de la présidentielle avant fin 2016, conformément à la Constitution, quel rôle peuvent jouer les Nations Unies sur le plan politique ? Le gouvernement congolais a toujours eu l'impression d'être soutenu par les Nations Unies jusqu'au processus électoral de 2006. Puis il y a eu un début de mésentente entre les Nations Unies et le gouvernement congolais qui a amené les Nations Unies à soutenir fortement les élections présidentielles de 2011, des élections qui ont été largement entachées de fraude électorale. À partir de ce moment-là, les Nations Unies se sont retrouvées dans une position extrêmement difficile pour pouvoir adresser des messages forts en termes de démocratie et n'ayant pas justement un poids militaire conséquent, les Nations Unies se sont retrouvées acculées dans une impasse politique qui n'a fait que se développer avec justement ce fossé entre le centre décisionnel politique de la MONUSCO et le cœur politique du gouvernement congolais. Cette perte de crédit tant politique que militaire fait qu'elle ne joue finalement qu'un rôle pour l'instant relativement marginal. C'est l'impasse dans laquelle se trouve actuellement la MONUSCO. Marc-André Lagrange, merci beaucoup. Je vous en prie. Le chercheur Marc-André Lagrange, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, l'invité ce matin de Florence Maurice. En dépit des tirs, des appels téléphoniques, personne ne vient. Les casques bleus n'arriveront que le lendemain matin. Quand les massacres ont commencé, on s'est caché dans nos maisons. Il y a eu des cris, des tirs. Cela a duré longtemps. Plus tard, on a entendu des bruits de moteurs. C'était les FARDC qui venaient récupérer les corps. Nous avons pris des images à l'occasion des cérémonies funéraires. Là, toute cette population que vous voyez, c'est une population embêtée, attristée des événements. Vous attendez ces cris de détresse de cette population. Une population qui se sent presque abandonnée. Je suppose que la population, elle était aussi très en colère contre les casques bleus. Tout à fait. Les jours qui ont suivi, ils sont allés jusqu'au quartier général de la MONUSCO. Ils ont cassé le portail. Ils sont entrés à l'intérieur, ils jetaient des cailloux, ils jetaient des pierres contre la MONUSCO, réclamant le départ de cette mission. La MONUSCO est autorisée de s'engager militairement pour protéger la population à travers la brigade d'intervention, avec ou sans les concours des FARDC. Dans l'ensemble, la population ne comprend absolument rien que la MONUSCO soit là avec plus de 19 000 hommes, avec tout ce qu'ils ont comme arsenal logistique et continuer à comptabiliser les morts, les gens tués, massacrés. De ces fonctionnaires surpayés au regard des revenus locaux, autour de 7 000 € mensuels, plus les primes, le tout exonéré d'impôts. 1 milliard d'euros de budget annuel, 15 années de présence, le bilan des casques bleus en République démocratique du Congo est tout sauf convaincant. Martin Kobler dit comprendre la colère, les craintes de la population. Et il reconnaît implicitement le peu de résultats de la mission des Nations Unies. Vous avez ici des atrocités que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pourquoi je comprends la colère, je comprends la frustration. Et c'est aussi notre frustration ici. Nous ne sommes pas ici pour les vacances. Nous avons la force d'intervention, la brigade d'intervention qui a le mandat d'offensivement combattre les groupes armés. Mais nous avons toujours eu la tâche et l'obligation de protection des civils. Et on peut ouvrir le feu.